Bonjour à tous, nous sommes à nouveau réunis dans nos studios et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Adrien Sage qui va nous parler de l'Arménie, de la situation de l'Arménie, de l'avenir de l'Arménie. C'est un sujet qui compte beaucoup pour les Français, pour beaucoup de Français, pas seulement pour un aspect communautariste parce qu'il y a beaucoup de Français d'origine arménienne. L'Arménie a compté beaucoup dans l'histoire de France suite au génocide de 1915. La très forte immigration arménienne qui est venue en France. On pense en particulier à Misak Manouchian, dont on a couvert ici à Fréquence Populaire l'inhumation au Panthéon en tant que résistant et poète arménien. Adrien, tu es président de l'association du Front de défense de l'Arménie et de la cause arménienne en France. Tu es également président de Laïcité et République sociale régionale. Tu me diras ce que vous faites. Et tu es également délégué général de la section vaudaise, c'est-à-dire Vaux-en-Velin, du mouvement français-Arménie, français-arménien. Et vous avez des actions tant locales qu'en Arménie. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce que tu fais avec toutes ces activités associatives qui, je pense, doivent prendre beaucoup de temps? Bonjour Georges, merci de cette invitation aujourd'hui sur Fréquence Populaire, chaîne très nouvelle mais ô combien importante. Et dynamique, qui monte à toute vitesse. On escalade les montagnes avec pas 4x4. Donc, je te remercie pour parler d'un sujet, comme tu l'as dit, qui touche particulièrement la France, parce que par son immigration, la France a permis à des centaines de milliers d'Arméniens de pouvoir s'installer, de pouvoir s'intégrer en France et de pouvoir porter aujourd'hui dans différents domaines la culture française. Avec un de nos plus grands chanteurs. Et avec un de nos plus grands chanteurs, Charles Aznavour. Tant mobilisé quand il y a eu le tremblement de terre en 1988. Oui. En Arménie, à Goumri, où l'épicentre était terrible, et son action humanitaire a permis de faire vivre l'action humanitaire en Arménie et regrouper et d'unir les associations franco-arméniennes pour aider ce pays qui était si mal en point. Déjà, historiquement, l'Arménie a été dans toute son histoire défavorisée et par des faits qui ont été terribles, salvateurs pour les Arméniens. On va en parler de l'histoire justement. Et de l'histoire déjà, l'Arménie est un petit pays, il faut le rappeler. Est un petit pays de 3 millions d'habitants. 3 millions d'habitants, c'est pas énorme. Situé dans le Caucase, voilà, entre l'Azerbaïdjan, la Turquie à l'ouest, l'Azerbaïdjan à l'est, et au nord la Géorgie, au sud l'Iran. Donc, elle n'a pas d'accès à la mer et c'est un pays qui fait 29 743 km². Donc en gros, c'est l'Île-de-France, quoi. Donc à peu près. Un peu plus grand, mais bon. C'est quand même un peu plus grand, mais c'est un pays qui a, par son histoire, perdu énormément de territoire, puisque les Arméniens ont subi un génocide de 1915 qui les a anéantis culturellement. Et historiquement, l'Arménie se situait de l'est de la Turquie actuelle jusqu'à... où ils ont été très fortement massacrés. Très fortement massacrés. Alors, on va revenir sur tous ces aspects. Et il me semble que tu es toi-même arménien, non ? C'est ça, je suis arménien de par ma mère. Et j'ai reçu la nationalité arménienne voilà maintenant 2 ans, suite à une demande, après la guerre terrible de 2020 qui a fait plus de 4000 morts, 4000 jeunes soldats tués pendant la reprise du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.
qui s'est soldée donc par une terrible défaite de l'armée arménienne, malheureusement pas soutenue de la communauté internationale ni par ses alliés russes et ni par ses prétendants alliés européens et états-uniens qui n'ont pas bougé une oreille pour sauver l'Artsakh. Alors que l'Azerbaïdjan avait été soutenu massivement par la Turquie. Par la Turquie. En termes de renseignements, de matériel drone. Et par Israël. Et par Israël, on le sait moins. Qui a des bases militaires. Qui a des bases militaires en Azerbaïdjan. Voilà. Tout à fait. Qui vend contre du pétrole des armes de dernière technologie et qui fait du renseignement là-bas pour l'Iran, pour surveiller l'Iran. C'est comme l'histoire est compliquée. On aime bien ici rappeler combien les choses sont compliquées et pas simples comme on veut les présenter sur BFM TV et LCI. Donc, tu décris cette guerre, on va en reparler de 2020, qui était très difficile, où l'Arménie était un peu abandonnée, mais elle a un allié local qui est tout à fait de manière surprenante pour tout le monde, l'Iran. Et l'Iran, pourtant, ils sont chiites, alors que les Azerbaïdjans sont chiites, mais ils ne sont pas alliés sur ce coup-là. Par contre, ils sont alliés, comme tu l'as dit, à Israël. Il y a le pétrole qui part de Bakou, qui passe par la Turquie, et que Erdogan amène à Israël. Erdogan, pourtant, n'arrête pas de dire « Mon Dieu, c'est inadmissible ce que fait Israël à Gaza, tout ça, tout ça, tout ça ». Il coupe pourtant le pipe. En une semaine, les chars s'arrêtent. Allez, j'exagère. Au bout d'un mois, il n'y a plus rien qui roule en Israël, puisque c'est la principale source d'approvisionnement en pétrole. Donc voilà, c'est un peu... la géopolitique, c'est toujours compliqué. Et donc, ça peut sembler étonnant, mais voilà, la petite Arménie n'est pas soutenue par un autre pays qui est petit et entouré, en tout cas qui se voit comme ça, qui est Israël. C'est assez étonnant comme cas de figure. Pourtant, historiquement, il y a des points qui sont à comparer avec Israël, qui a subi l'Holocauste, terrible génocide pendant la Seconde Guerre mondiale, et l'Arménie, qui a les Arméniens qui ont subi le premier génocide du XXe siècle. De par de là, pourtant, ce sont deux pays et deux cultures vraiment différentes, et ils n'arrivent pas à s'entendre. Et ça, c'est vraiment dommageable. Israël ne reconnaît pas le génocide arménien, toujours pas, alors que la majorité du monde l'a reconnu, comme les États-Unis, l'Allemagne, qui était l'allié de la Turquie pendant la Première Guerre mondiale, et qui était complice du génocide, puisque l'armée allemande était positionnée en Turquie, enfin dans l'Empire ottoman à cette époque-là. Ah, c'est pour ça que je et on a vu quoi, et on écrit des documents, on rapportait des documents, mais d'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que Hitler a dit en 40, qui se souvient du génocide arménien? Et ça lui a permis de continuer son génocide envers les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc, c'est intéressant de rappeler ça, parce que je pense que tout le monde serait un peu surpris qu'Israël ne reconnaisse pas le génocide de 1915, alors que bon, historiquement, il est reconnu. Alors, je te ferai la petite contradiction, peut-être, puisque les Allemands ont participé à un autre génocide. Les Hamidiens. Et les héros aussi en Afrique, donc tout au début du XXe siècle. Donc, avant d'arriver à la Shoah, il y a eu plusieurs étapes d'entraînement ou de participation ou d'observation sur d'autres populations. Ben, c'est vrai que le plus important avant la Shoah, qui a entraîné des déplacements de population absolument colossaux, c'est le génocide de 1915. Juste pour qu'on se rappelle, c'est combien de morts, combien de déplacés, et quelle perte de territoire? C'est 1 500 000 victimes, femmes, hommes, enfants, vieillards, peu et pas importe. sur une population de 30 millions d'habitants. Hein. Non, c'était sur une population de 3 millions d'habitants. Donc la moitié, donc, 1 sur 2. 1 sur 2, qui ont disparu, qui ont été déplacés, mais tués pendant leur déplacement pour la plupart. Donc c'était de dire vous allez être déplacés, mais en vérité c'était de traverser le désert jusqu'en Syrie et de les tuer sur la route, de les jeter, de les jeter dans la mer. C'était de les faire mourir de soif. C'était au départ déjà de tuer tous les intellectuels.
tous ceux qui avaient la mémoire. De la mémoire, et ils avaient une force politique dans l'Empire ottoman aussi, puisqu'ils étaient très bien intégrés, et puis ils avaient des postes très importants sous l'Empire ottoman. Mais ça a été déjà la première rafle. Et ensuite, ça a été les femmes et les enfants qui ont été déportés et tués sur la route. Donc, certains ont réussi à passer au Liban, enfin en Syrie dans un premier temps, au Liban, et puis après immigrer vers des pays comme les États-Unis, comme la France. C'est le cas de Missak Manouchian et son frère. C'est le cas de Missak Manouchian et son frère. Ils sont passés par le Liban, Beyrouth, je crois. C'est ça. Ils ont été dans un lycée français ou une institution française, ils ont appris la charpenterie ou quelque chose comme ça. C'est ça, oui. Ils étaient dans un orphelinat au Liban. Et puis, tout de suite, ils sont partis pour la France. Parce qu'ils avaient un rêve de la France. Ils avaient cette envie de réussir une nouvelle vie. Et il y a beaucoup d'Arméniens, dont mes grands-parents et arrière-grands-parents, qui sont arrivés depuis Marseille. Donc la plupart sont arrivés de Marseille et ont remonté la vallée du Rhône pour s'installer dans les villes comme Valence, comme Lyon, et puis pour remonter jusqu'à Paris et un peu dans toute la France par la suite. Ont trouvé du travail et se sont très vite intégrés à la République française. Ils ont participé à beaucoup de choses et se sont tout de suite mis au travail, avec peut-être l'espoir de revenir un jour sur leur terre. Mais ce rêve ne se réalisera jamais. Pourtant, il y avait ce traité de Sèvres, Georges, qui permettait, en fait, qui avait permis à l'Arménie de proclamer sa première indépendance, sa première république, entre 1918 et 1920. Elle a duré à peu près 2 ans, on va dire 2 ans. Et c'est Mustafa Kemal qui a été le père fondateur de la Turquie négationniste aujourd'hui, qui est vénéré par les Turcs, et la Turquie moderne en même temps, il faut le dire, avec une laïcité à la turque. La laïcité à la turque, c'est une laïcité qui est dictée par un ministre du culte, donc qui dit ce qu'il faut apprendre et savoir aux différentes mosquées de Turquie. Donc c'est pas une laïcité à la française, qui est totalement différente, où notre loi, elle est universaliste. Oui, universaliste, elle est pour tous et pour toutes la même. Je rebondis sur une chose que tu as dite qui est très intéressante par rapport à la fin de la Première Guerre mondiale. Tu disais que les Arméniens avaient un statut, étaient intégrés à l'Empire ottoman, c'est important, qui justement était un empire. Alors la fin de la Première Guerre mondiale a consisté avec l'effondrement de plusieurs empires. Oui. L'Empire russe, l'Empire austro-hongrois, l'Empire turc, très très vieux empire, depuis plusieurs siècles. Et les structures impériales, justement, ne sont pas des États-nations. Elles fonctionnent totalement différemment, et donc on a une structure impériale englobant, bien sûr avec un cœur turc musulman, mais des Arméniens, des chrétiens des Balkans, des Grecs pontiques, voilà, puis des Arabes, qui ça n'a pas toujours été simple avec les Turcs, ainsi de suite. Et quand on resserre sur un État-nation, là, ça devient un État-nation national, une religion, un chef, et il y a quand même des gens qui habitent là-dedans, qui sont pas spécialement turcs nécessairement, pas nécessairement musulmans. D'où les drames. Je rappelle ça parce que nous on l'a souvent dit ici, c'est ce qui s'est passé avec la fin de l'URSS. Aussi, on pouvait voir comme une forme d'empire. Quand on règle pas les vies entre les communautés, les problèmes communautaires, quand on trace juste des frontières qui avant étaient administratives, parce qu'entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, c'est comme dans les frontières de l'Empire ottoman, tout ça a été administratif. Et quand on met une ligne internationale, là on crée toute une série de problèmes et de massacres et de déportations et de nettoyage ethnique. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est toujours important, quand il y a la fin d'un empire, d'avoir une grande conférence internationale pour bien vérifier que toutes les populations sont au bon endroit et qu'il n'y ait pas trop de malheurs qui soient créés, fauteurs de guerre future.
En tout cas, c'est ce qui va arriver, puisqu'on a ce terrible génocide. Et après, le reste de l'Arménie est rapidement intégré à l'URSS. Donc là, il y a une sorte de, comme un peu toutes les autres formes de république, une vie pas autonome, mais enfin, où la culture et la langue est maintenue, mais pas indépendant, évidemment. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'important à dire dans la période soviétique. Oui, évidemment, l'Arménie a été soviétisée donc en 1920. Il faut le savoir, donc jusqu'en 1991. Avant cela, effectivement, tu l'as dit, Georges, il y a la Bulgarie qui crée bien avant le génocide, hein, qui devient indépendant. Il y a la Serbie qui devient indépendante, la Moldavie qui devient indépendante au détriment de l'Empire ottoman. Donc déjà, à cette époque, l'Empire ottoman perd du territoire et devient extrêmement agressif envers ces communautés et ces autres communautés qui restent dans l'Empire ottoman, comme les Grecs pontiques et les Arméniens et d'autres minorités chrétiennes, puisqu'ils voient dans cette montée de l'extrémisme justement la montée de l'islam et la montée de la haine, hein, des autres et de tout ce qui n'est pas de leur chef. Donc de proclamer son indépendance, la proclame, elle dure 2 ans, et puis de nouveau la Turquie attaque les Arméniens et l'Arménie à l'est. Et donc Mustafa Kemal, qui devient le président turc, fonce en direction de l'Arménie et se fait battre. Il y a une célèbre bataille qui s'appelle la bataille de Sardarabad, qui est gagnée par un petit nombre de soldats arméniens qui restent en Arménie et qui repoussent tout un bataillon turc, tout commandé par Mustafa Kemal. Et là s'arrête la bataille et les soviétiques, la Russie soviétique incorpore l'Arménie dans son giron administratif de puissance régionale qui va leur permettre d'avoir en plus la Géorgie, l'Arménie, un accès bien plus important pour le futur au niveau économique et la gestion de leurs forces mondiales. En 91, comme tu viens de le dire, l'Arménie proclame son indépendance, mais comme on l'a dit tout à l'heure, les frontières administratives intérieures d'un empire se transforment en frontières internationales, et là, ça clash avec l'Azerbaïdjan. Ça clash avec l'Azerbaïdjan, effectivement. Ça proclame son indépendance en 1991 et par vote devient indépendante. Mais l'Artsakh était administrativement géré par l'URSS soviétique, enfin l'URSS azerbaïdjanais. Alors, pour qu'on ne meure pas idiot, c'est quoi l'Artsakh ? Alors, l'Artsakh, c'est... Tout le monde ne connaît pas. Moi, je vois de quoi tu parles, mais... C'est une région donc du Caucase située entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui faisait tampon entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pendant plus de 30 ans, entre 1994 et 2020. C'est ce qu'on appelle le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, qui était peuplé majoritairement d'Arméniens, qui était administré par l'Arménie, parce que c'est le choix de la population. Puis là, on parle d'une présence historique. Présence historique, millénaire. Séculaire, ça, millénaire, c'est 2500 ans, il me semble. Exact. Et 2500 ans. Très, très vieux monastère. Puis même avant les monastères, des sortes de stèles. Exactement. Proto. C'est pas des obélisques, il n'y a pas d'obélisque là-bas, mais je ne sais pas quel est le terme. En tout cas, il y a des symboles arméniens très anciens. Très anciens. Les Arméniens sont là depuis très, très longtemps. On peut pas changer l'histoire. L'histoire, elle est telle que l'Artsakh a été peuplé d'Arméniens depuis la nuit des temps. Et revendiqué
depuis la chute de l'Union soviétique par l'Azerbaïdjan. Donc, en 91 éclate la guerre et c'est l'Arménie qui gagne cette guerre au bout de... Massivement. C'est peut-être d'ailleurs là qu'il y a un petit problème. L'Arménie prend un peu trop confiance en elle-même. Exactement. Et les Azerbaïdjanais ne valent rien du tout. Et se repose sur leur laurier depuis 30 ans. Hein. Donc, on a gagné. C'était le slogan qui était raconté et répété de partout. Mais entre-temps, l'Azerbaïdjan, riche en pétrole et en gaz, a acheté des armes, a acheté du renseignement, a acheté tout plein de... Des alliances, comme on a dit. Alliances avec... Et puis, il me semble qu'il y a quelque chose qu'on oublie souvent en géopolitique. Il y a eu un gros différentiel dans la natalité. Effectivement. Où les décalages est devenu très impressionnant entre les deux pays. Exactement. Pas au début. Effectivement, l'Arménie n'a pas de croissance, économique ou très peu, et n'a pas de croissance démographique. L'Arménie se dépeuple, donc émigre vers la Russie, émigre aux États-Unis dans les années 2000, émigre en Europe. La jeunesse part. Les gens comprennent bien, il y a à peu près autant d'habitants d'Arméniens en Russie qu'en Arménie. Et presque autant aux États-Unis qu'en Arménie, et à peu près 900 000 Arméniens en France. Donc là, on arrive à plus de 10 millions d'Arméniens. Exactement, à plus de 10 millions. Donc, à l'inverse, l'Azerbaïdjan, riche en pétrole et en gaz, réussit à tenir sa population sous une dictature, mais malgré tout, elle arrive à 9 millions aujourd'hui en termes de démographie. Donc, le rapport de force est x3. Et l'argent du gaz et du pétrole fait que l'Arménie, qui ne possède rien, enfin très peu de choses, à part des mines d'or, quelques mines d'or et de cuivre, ne peut pas faire l'inverse. Enfin, ne peut pas être peut pas rivaliser face à l'Azerbaïdjan. Donc, ils font un très bon cognac. Ils font un très bon cognac. L'Ararat, là. Exactement. Mais mis à part ça, avec toute la bonne volonté du monde, avec toute l'envie, il y a eu aussi un immobilisme total des anciens gouvernements arméniens qui ont été complètement corrompus ou sous influence étrangère et ont dévasté, ont pillé les seules richesses de l'Arménie qui avaient la possibilité de faire front et acheter des armes, faire de la diplomatie. Et tout ça n'a pas été fait. Et en 2020, éclate la seconde guerre du Haut-Karabakh et se termine par et là, c'est l'inverse, c'est un désastre arménien. C'est un désastre arménien. Et l'illusion s'évapore. Et la réalité... Le choc est brutal. Le choc est brutal parce que... Pour préciser, c'est un retour, parce que là, on parle beaucoup de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, comme un retour de guerre entre États avec une masse colossale de soldats, certes, en volume, mais c'est l'Azerbaïdjan-Arménie qui renoue avec ce type de conflit. Alors, pour ceux qui observaient, comme on le fait nous de manière avisée ici, s'était rendu compte que c'était le retour des affrontements entre États-nations, contrairement, on nous avait dit que ça avait disparu, et avec une modernité qu'on va voir décuplée en Ukraine, c'est-à-dire les drones turcs vont faire des ravages sur les unités arméniennes qui n'ont pas de drones, donc un renseignement très très fort pour l'Azerbaïdjan, des capacités de frappe qu'ils n'ont pas. Et des capacités d'espionnage. Donc oui, là, le renseignement, l'espionnage, des attaques qui viennent de nulle part. C'est comme la mitrailleuse, quand vous avez des fusils à un coup. C'est un changement trop radical pour pouvoir tenir le coup. C'est ça. C'est trop radical, comme tu l'as dit. L'Arménie n'était pas prête. En tout cas, elle s'y attendait, mais elle n'était pas prête à faire face. Force pour garder maintenant, actuellement, l'Arménie, les frontières de l'Arménie qui restent, qui sont revendiquées par
le dictateur d'Azerbaïdjan, Aliyev. On va en parler, parce que c'est pas terminé, parce que 2020, ça s'arrête pas là. C'est Non. en 2023... Il y a boum, effectivement rebelote en 2023. Ça s'arrête pas là. Une rebelote. En 2020, il y a un cessez-le-feu, un armistice plutôt, qui permet aux soldats de la paix russe d'intervenir en Artsakh et de se positionner sur la route qui amène à ce territoire. C'est le col et protéger le corridor de la Chine. Et qui permet de protéger le territoire qui reste aux Arméniens, Stepanakert, qui était la capitale de l'Artsakh. Et donc la majorité des Arméniens d'Artsakh ont fui vers l'Arménie, mais beaucoup sont restés, 150 000 sont restés à Stepanakert et aux alentours. Et en 2023, rebelote, mais avant ça, il y a eu quand même, pendant ce temps-là, il y a eu quand même des faits marqueurs très importants, dont la venue de Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Ah mais si je peux me permettre, t'accélères un petit peu le film là, cette fois-ci, parce que l'offensive en 2023, c'est quand même un nettoyage ethnique. C'est un nettoyage ethnique. Réussi. Mais von der Leyen vient avant. Oui, elle vient après aussi. Elle vient après aussi. Effectivement, il faut qu'elle vienne négocier du gaz au prix du sang des Arméniens. Et ça, c'est inacceptable. Alors, il faut qu'elle négocie du gaz parce que ils prennent ces décisions un peu étranges de sanctions envers la Russie, qui sanctionnent surtout l'Union européenne, et entre autres l'arrêt de fourniture du gaz naturel peu cher russe, surtout en voie directe en Azerbaïdjan, pour le remplacer par le GNL américain, mais aussi par l'Azerbaïdjan, exactement, qui, par un miracle que ne connaissent que les gens, que les autruches, se voit pour augmenter sa production de 40% quasiment en 24 heures. Exactement. Donc, en fait, on achète, nous, Européens, on achète, au lieu d'acheter du gaz russe directement à la Russie, on achète du gaz russe via l'Azerbaïdjan, plus cher. Qui prend de l'argent. Il y a vraiment de quoi tomber sur la tête, et au détriment, tout ça encore, d'une population, de vie humaine. Et comme tu l'as dit, l'Azerbaïdjan n'ont pas hésité à couper le gaz en Artsakh pendant l'hiver pour pouvoir tout simplement faire fuir vers l'Arménie la population locale. Et c'est ce qui est arrivé par un coup de force militaire qui a duré une journée où la population était complètement ravagée, sans nourriture, sans gaz, pratiquement morte, on va dire ça comme ça. Sans aide extérieure. Sans aide extérieure, sous complicité aussi des forces de la paix russe, qui n'ont pas bougé et qui étaient pourtant là pour aider et consolider ce cessez-le-feu pendant 5 ans. Donc, ils n'ont pas fait le travail, sachant que aussi la Russie était enclavée, était dans une guerre face à l'Ukraine, qui pouvait pas, pour eux, rester en Azerbaïdjan, ce n'était pas tenable non plus. Il fallait que les troupes rentrent en Russie et aident leur pays. Et puis l'Arménie fait les frais de la grande politique, c'est-à-dire que l'Azerbaïdjan, on a vu Aliyev au sommet des BRICS de Kazan, où on était, il était là. Il y a une production quand même de pétrole importante. La Chine, l'Iran et la Russie, qui ont une très forte coopération, ont lancé le chemin de fer Moscou-Téhéran, qui va passer par l'Azerbaïdjan, laquelle est alliée à la Turquie. Donc, face aux grands enjeux, on peut se dire que Moscou dit bon. En plus, il s'approche un peu trop des Américains, le président Pachinian. Bon, on va sacrifier, on va pas se battre pour un bout de territoire qui ne nous concerne pas. En gros, je caricature un peu, mais ils se sont dit on a plus d'intérêt là-bas, on va sacrifier ici. C'est sûr que... Comme de toute façon, les Européens n'aident pas non plus. Exactement. Donc l'Arménie est dépourvue, est toute seule comme d'habitude. Elle n'a pas de ressources naturelles pour pouvoir imposer quelques négociations qu'il soit. Donc elle subit plus fort qu'elle.
Donc, en une journée, la population est anéantie, doit partir et doit s'exiler en Arménie, tout laisser derrière eux. Et on Et rappelle on le voit, toute la mémoire. toute la mémoire Les monastères, tous les symboles tous les posés symboles là religieux, depuis 25 siècles. les cimetières, les morts qui peuvent pas être évacués parce qu'ils ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ils ont dû partir en quelques heures avec ce qu'ils pouvaient. Et puis tout abandonné. Donc Madame van der Leyen a du sang sur les mains, il faut le dire. Et d'autres aussi, parce que les gouvernements corrompus qui ont été anciennement arméniens, ils ont aussi participé à ce nettoyage ethnique parce qu'ils n'ont pendant 30 ans rien produit et rien fait pour négocier internationalement ce statut, le statut du Haut-Karabakh. C'est un point qui est important parce que souvent on ne se rend pas compte ici en Occident parce que les choses ne sont pas présentées d'une manière un peu brutale comme on le fait nous, mais qui est la réalité qui est vue par le reste du monde. Donc quand ça arrange les États-Unis, quand ça arrange la Commission européenne, on se drape dans la morale, dans les droits de l'homme, dans la défense de ceci et de cela. Mais là, on a un cas flagrant de double standard absolu. On l'a avec Gaza, mais Gaza encore, on en parle. Là, on n'en a même pas parlé. Ouais. C'est-à-dire que Madame von der Leyen, qui tout ça est très important, il ne faut surtout pas toucher un petit volume de gaz russe de manière directe, va chez un autre dictateur. Aliyev est plutôt un dictateur, il me semble. C'est-à-dire que la Russie est beaucoup plus démocratique que l'Azerbaïdjan. Lequel a fait une guerre illégale, puis un nettoyage ethnique quand même, qui tombe sous les conventions. C'est un crime contre l'humanité, un nettoyage ethnique réussi, annexion de territoire. Et puis elle revient le voir, elle re-signe des contrats gaziers, tout va bien, Madame la Marquise. Ici, point de problème avec les droits de l'homme, pas de remarques, pas de critiques, pas d'Ouïghours, rien du tout, que des Arméniens, pourtant qui nous sont un peu proches, hein, pas encore dit. On en a quand même beaucoup des descendants, dont toi, des Arméniens en France. Et on en parle, on t'invite aussi aujourd'hui parce qu'en ce moment, c'est la COP29. COP29 qui se passe, alors sous les critiques de certains nombres, justement en Azerbaïdjan, à Bakou, où n'est pas cette fois-ci von der Leyen, mais Charles Michel. Exactement. Et là, c'est pareil. Donc là, tout à coup, le nettoyage ethnique non plus n'est pas apparu sur le devant de la scène. Tout se passe bien. Et ça jette même l'opprobre sur la COP elle-même. Il y a plusieurs faits marqueurs de cette COP29 à Bakou. Il n'y a pas un seul endroit dans la ville de Bakou qui est au bord de la mer où on peut se baigner. Il faut aller vraiment très très loin de la ville pour se baigner. C'est ça. Et puis c'est aussi des prisonniers de guerre, 300 opposants, plus de 300 opposants qui sont dans les geôles de Bakou, et des prisonniers arméniens également qui sont depuis maintenant la fin de la guerre en Artsakh, emprisonnés sans procès. Enfin, c'est comme ça que ça se passe en Azerbaïdjan. D'ailleurs, en plus de ça, dernièrement, le 10 septembre, oui, effectivement, Théo Clair, un compatriote français, a été emprisonné pour 3 ans pour graffiti. Donc, c'est quand même inquiétant dans ce pays où les droits de l'homme n'existent pas, alors que ces deux copains qui n'ont pas la nationalité française ont été simplement avertis d'une simple amende. Lui a pris 3 ans parce qu'il était français. Et on sait qu'aujourd'hui la France aide militairement l'Arménie, aide de toutes sortes l'Arménie par une implication importante du président de la République, il faut le dire, fait beaucoup de
d'aller et venue et de biens pour redonner en quelque sorte une puissance économique à l'Arménie, parce que c'est ce qui manquait et c'est ce qui manque encore à l'Arménie pour qu'elle puisse acheter des armes pour se défendre, mais qu'elle puisse aussi garder sa jeunesse qui a envie de réussir, qui a envie de vivre décemment, sans ou alors avec moins de corruption. Et cette COP 29, en fait, elle est juste regrettable. Enfin, on peut pas cautionner un événement tel que celui-là dans un pays qui ne respecte rien. Voilà. Donc l'Arménie quand même avait voté. Pourquoi l'Arménie avait voté pour l'Azerbaïdjan pour qu'elle fasse cette COP 29? Il faut le savoir. La COP 17, tu m'as dit, en Arménie. Oui, il y a une COP 17 qui va être en Arménie, qui va être le sujet de la biodiversité. Mais cette COP 29, l'Arménie a voté pour l'Azerbaïdjan en échange de prisonniers arméniens, dont certains sont venus, mais d'autres sont restés dans les geôles de Bakou. Donc, par ce geste-là, l'Arménie a été obligée de voter pour l'Azerbaïdjan. Donc on sait que Charles Michel est à Bakou, on sait que différents chefs d'État n'y sont pas, et ça fait aussi plaisir de voir que certains boycottent cette COP 29. On aimerait quand même qu'il y ait plus d'événements contestataires, pardon. Et on y arrive toujours à la fin. Ouais, on y arrive toujours à la fin. Et du coup, maintenant la COP 17 va être un moment important pour l'Arménie, puisque c'est elle qui va accueillir un événement international qui va permettre de faire rayonner toutes ces entreprises locales qui sont, faut le dire, l'Arménie est un pays agricole. Il y a une forte culture agricole. L'agriculture est très bien représentée en Arménie, et je pense que cette COP 17 va être un événement révolutionnaire, j'ai envie de dire, par rapport à tout ce qu'on voit. Et ce sera quand? Ça sera dans l'année prochaine. Ça sera l'année prochaine. Sur la biodiversité. Sur la biodiversité. Alors, pour cette dernière partie de l'entretien, parlons de l'Arménie actuelle. Alors on a vu comment on est arrivé à cette situation très difficile qui est la sienne, enclavée, petite, peu nombreuse, ayant un ennemi puissant sur lequel comptent d'autres puissances assez gigantesques. C'est quoi la situation économique? C'est quoi la situation politique? Alors, d'abord, quelle est la situation politique en Arménie? C'est quoi les forces? Où elle va, l'Arménie? Elle va vers la Russie, elle va vers les États-Unis, elle va vers l'Europe, elle va vers nulle part, elle fait quoi? Alors, elle veut faire la guerre, elle veut... Est-ce qu'il n'y a pas un tant pis? On a perdu le Karabakh, ne perdons pas tout le reste. Alors, où on est? L'Arménie, elle en est actuellement c'est une question de survie. Mais BRICS et UE, c'est pas compatible. On l'a vu avec la Moldavie. Madame von der Leyen, elle a dit c'est fromage ou dessert. Hein. Oui. C'est pas les deux. C'est pas les deux, mais ça n'empêche pas à l'Arménie de passer des conventions tout à fait acceptables économiquement avec l'Union européenne. Et faut dire que l'Arménie, elle est située géopolitiquement, elle est dans le Caucase, à la frontière avec l'Iran, qui est membre nouveau de la BRICS, l'Inde qui est membre de la BRICS également, la Russie qui est l'initiateur des BRICS, et l'Arménie qui a proposé un projet de carrefour de la paix que la communauté internationale a accepté et a trouvé le projet réalisable d'abord, et qui permettra de désenclaver l'Arménie économiquement,
avec une route partant donc du port de l'Iran, d'un port en Iran, jusqu'en Géorgie, en traversant donc l'Arménie, qui pourra justement avec cette route se permettre économiquement de déployer beaucoup d'activités autour. Et ça, tout le monde est d'accord, que ça soit l'Europe, que ça soit la Russie, que l'Inde surtout, et l'Iran, qui a besoin aussi, comme puissance importante de la région, de se désenclaver des sanctions américaines. Et donc c'est une opportunité pour tout le monde, mais c'est pas du goût de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, évidemment, parce que permettre à l'Arménie de redorer son blason, de devenir un acteur économique, on va dire, important dans la région, ça ne leur plaît pas du tout. Eux, ce qu'ils veulent, c'est d'envahir le sud de l'Arménie, justement, et donc de casser cette route entre l'Iran et la Géorgie. Faut savoir que la Géorgie a un accès à la mer pour pouvoir exporter ses produits vers l'Europe. Et donc les Turcs, l'Azerbaïdjan et la Turquie, eux, souhaitent couper cette relation, ce que ne souhaite pas du tout la Russie, je le crois, et ce que ne souhaite surtout pas l'Iran, parce que l'Iran, c'est quand même, pour eux, c'est vital d'avoir ils l'ont répété à plusieurs reprises, c'est vital d'avoir cette frontière pour pouvoir se désenclaver eux également des sanctions économiques. Ma question est la suivante, si on regarde la carte de la région, les deux mastodontes, trois, deux d'abord, la Russie évidemment et l'Iran en dessous, et puis à l'ouest la Turquie. Bon, l'Azerbaïdjan, c'est un peu plus grand, un peu plus peuplé, 3 fois plus peuplé que l'Arménie, mais c'est pas très grand non plus. Dans quelle folie irait s'engager l'Arménie avec l'UE, entourée par autant de gens dans les BRICS, alors que peut-être par les BRICS, justement, par une Russie et un Iran qui diraient à l'Azerbaïdjan, bon, c'est bien sympa, mais là, tu nous embêtes, Aliyev, nous, on veut notre train, et on va trouver, au travers des BRICS, un accord comme il a été récemment trouvé au sommet des BRICS de Kazan entre la Chine et l'Inde. Alors que c'est pas évident, leur conflit frontalier sur l'Himalaya. Peut-être que là, il y a un espoir, alors que l'UE semble assez faible, et c'est encore plus loin que l'Ukraine, difficile d'accès. Quel est l'argument des forces politiques qui sont pro-UE, pro-OTAN ? Alors, moi, je pense que les derniers événements sont à prendre en compte, notamment l'élection du président géorgien, Rêve géorgien, qui a été élu à plus de 54% des voix, qui est un pro-russe et dont l'Arménie ne peut pas être à l'encontre de la Géorgie, puisque c'est leur accès à la mer et à leur désenclavement. Donc l'enjeu aujourd'hui de l'Arménie, les Géorgiens sont chrétiens. Et l'enjeu de l'Arménie, c'est de trouver la paix. De trouver la paix aujourd'hui, c'est de plus être dans les conflits, et c'est de pouvoir faire vivre sa population, sa jeunesse, et les dernières élections, notamment celle de Trump, vont faire que certainement la non-intervention de l'armée américaine dans les conflits vont certainement faire arrêter tout ce processus qui a été mené depuis tant d'années, depuis la guerre en Ukraine, vers la paix. Vers la paix, je le crois, ça c'est évident, et l'Arménie a tout intérêt à s'entendre avec tout le monde, avec l'Iran, avec la Géorgie, avec la Russie, puisque la Russie est un partenaire économique important pour l'Arménie. Elle ne peut pas sortir comme ça de toute alliance avec la Russie. Malgré tout, elle a intérêt à diversifier ses alliances avec l'Europe également. Et c'est là qu'on a une absurde. Alors, tout ce que tu dis est tout à fait sensé, en fait. Pour l'Arménie, c'est ce qu'il faudrait faire. D'ailleurs, c'est ce qu'il fallait faire pour l'Ukraine, mais on se souvient de la position intransigeante de la Commission européenne, c'est si vous signez avec nous,
vous coupez toutes les relations avec la Russie. Or, l'Ukraine, c'est déjà 80% de relations commerciales avec la Russie. L'Arménie, c'est pareil, c'est comme la Géorgie. Il suffit de regarder une carte. C'est stupide comme demande. Ça n'a pas de sens. C'est forcer les gens alors qu'il pourrait y avoir une position, ça serait d'ailleurs une manière intelligente pour l'UE d'être sur place. C'est pas très grave si on n'a pas un contrôle de 100% de notre pays, je veux dire. Et c'est ça la souveraineté aussi. Bah oui, c'est ça. Georges, c'est aussi d'avoir le choix de décider de l'avenir de sa nation et de pas être, sous influence étrangère, que ça soit un côté une grande puissance comme la Russie, comme les Américains ou l'Union européenne. Je pense que l'Arménie n'a pas intérêt à rentrer, et elle pourra pas, je crois, rentrer dans l'Union européenne ces prochaines années, et elle a tout intérêt à diversifier ses activités et son économie avec les acteurs de la région, et de s'entendre à ce que, même avec la Turquie, elle a plutôt intérêt à s'entendre, et d'ailleurs il y a des relations qui sont nouées depuis quelques années maintenant, et il y a des négociations pour réouvrir la frontière avec la Turquie. Je crois que c'est une bonne chose, et je crois qu'aussi c'est que la Turquie a son mot à dire par rapport à l'Azerbaïdjan, parce qu'on dit que ce sont un État, ce sont des frères, donc deux nations, un État. Donc de là, je crois que l'Arménie a tout intérêt à réouvrir ses frontières avec la Turquie, à condition qu'elle le souhaite, et à condition également qu'elle ne fasse pas plus de concessions qu'elle ne l'a fait. Et je parle du génocide arménien, de la reconnaissance du génocide arménien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas, je pense, intégrer dans une négociation. Et ce que les Turcs essayent d'avoir, c'est de dire, en fait, on aimerait bien ouvrir les frontières, mais vous dites qu'il n'y a jamais eu de génocide arménien. Et donc ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Et je crois que pour renouer un dialogue entre voisins, il faut des négociations, ou en tout cas, il faut parler le langage économique dans un premier temps, pour pouvoir ressouder les peuples entre eux. Et ça vaut aussi pour l'Ukraine et pour la Russie également. Je crois que de toute façon, la guerre doit s'arrêter, et l'Ukraine doit faire des concessions, parce que la Crimée n'a jamais été ukrainienne, a toujours été russe, la Crimée, ainsi que le Donbass. Et je pense que c'est ces deux régions-là, dans ce conflit russo-ukrainien, est la clé de la paix. C'est-à-dire que l'Ukraine va devoir céder des territoires, la Crimée, le Donbass, pour pouvoir vraiment accepter un cessez-le-feu et redevenir sur la table des négociations et discuter avec son partenaire russe, et pouvoir trouver maintenant un terrain d'entente pour les années à venir, parce que ça peut plus durer. Il y a trop de jeunes, trop de militaires russes et trop de militaires ukrainiens qui sont morts. L'Ukraine est dévastée. Il faut savoir qu'il y a 1 heure d'électricité en Ukraine par jour. C'est une catastrophe. Les enfants vont à l'école dans des caves, où des fois ils se réfugient dans les métros pour pouvoir être en sécurité. C'est horrible, intenable. Donc ça doit cesser, et les guerres doivent cesser malheureusement, mais il faut pas montrer de faiblesse face à son voisin, ses adversaires, parce que dans toute l'histoire de l'humanité, quand un peuple a été faible, a montré des faiblesses, a été conquis, où il y a eu des guerres. Donc c'est l'histoire de l'humanité, donc il faut montrer la force, mais il faut aussi montrer la force diplomatique pour s'entendre sur des projets à venir. Donc toi, pour l'Arménie, en revenant à l'Arménie, tu serais positif avec un gros mais? Je serais positif, oui. Donc tu crains pas qu'il y ait un projet de long terme
profitant de la position de force, en particulier sur les hydrocarbures, sur la position géostratégique de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, pour aller pousser encore un coup plus loin, 2020, 2023, et tu disais, allez, on leur coupe encore un petit bout dans le sud. Il y a ce risque, effectivement, je l'ai dit, il y a ce risque d'annexion du sud de l'Arménie par l'Azerbaïdjan et par la Turquie. Et là, ça serait la fin de l'Arménie, puisque... et toi, tu vois quoi? C'est plutôt ça que tu vois, ou plutôt l'option que tu as décrite? Moi, je crois vraiment pas que ça arrivera, parce que tout est mis en œuvre aujourd'hui pour que ça n'arrive pas. Donc, aussi bien du côté russe, on va dire, aussi bien du côté américain. Ils veulent tous que l'Arménie survive et ils veulent tout simplement retrouver un havre de paix dans cette région. Et je crois que les choses qui sont mises en œuvre par la France aussi, par l'envoi d'armes défensives, permet aujourd'hui à l'Arménie de retrouver aussi un espoir et de trouver une force militaire et une force économique avec de l'investissement étranger. Il faut savoir aujourd'hui que l'Arménie accueille énormément d'entreprises russes qui travaillent en Arménie, qui payent des impôts et qui favorisent l'économie arménienne. Et c'est le cas, je crois, dans les années à venir, d'une meilleure économie arménienne qui va permettre à l'Arménie de survivre. Je crois sincèrement. Maintenant, il faut continuer à mettre la pression sur l'Azerbaïdjan et la Turquie pour qu'ils acceptent de signer un traité de paix. Et c'est ça qui est sur la table actuellement. Et c'est ça que s'efforce de faire Nikol Pachinian, Premier ministre arménien, qui a été élu depuis 2018, qui a remis son contrat en jeu, son poste en jeu. Et il a entre les mains la possibilité de signer un traité de paix avec l'Azerbaïdjan et par-delà peut-être garantir, je dis bien garantir un avenir serein pour son peuple. Et ça, je crois que c'est le principal actuellement la principale voie que doit tenir l'Arménie. Merci Adrien pour toutes ces précisions. Mais est-ce que tu pourrais nous dire aussi un petit mot pour finir sur l'activité des associations que tu présides? Oui, bien sûr. Donc l'association du Front de défense de l'Arménie et de la cause arménienne en France. Et puis, quelles sont les actions locales et en Arménie que vous menez avec la section vaudaise du mouvement français arménien? Tout à fait. Donc ces associations que j'ai créées, pour la plupart, les deux, le Front de défense de l'Arménie, de la cause arménienne en France, et la section vaudaise du mouvement français et arménien, sont des entités qui permettent d'agir localement et nationalement aussi en France, mais localement en Arménie. Par des projets que j'ai menés depuis ces 2 dernières années en participant, en apportant des biens, des ordinateurs, des logiciels informatiques, mais aussi j'ai rénové une salle de classe du centre francophone de la ville d'Artic, qui est une ville qui est jumelée avec la ville de Vaux-en-Velin où je réside, et qui a renommé son bâtiment le centre francophone Missak Manouchian. Donc j'ai été très content de cette annonce, puisque j'ai soutenu aussi la panthéonisation de Missak Manouchian par une grande conférence que j'ai faite le 4 mars à Vaux-en-Velin, qui a réuni plus de 100 personnes, mais qui a fait venir Pierre Ouzoulias, qui est sénateur communiste depuis tant d'années à Paris, dans la région parisienne, Gilbert Luc de Vinaz, qui est toujours le président du groupe d'amitié France-Arménie, et Jean-Pierre Sakoun, qui est l'initiateur de cette marche rayonnante et qui a réussi à faire panthéoniser Missak Manouchian et son groupe, le groupe qui a été un des premiers à venir
ici faire des interviews, qui était entre autres pour nous expliquer comment est-ce que c'est abouti ce long processus pour que Manouchian entre au Panthéon. Voilà, donc c'était une conférence qui a eu lieu. Il y a effectivement cette salle de classe qui a été complètement rénovée, où des enfants arméniens aujourd'hui apprennent le français, la langue française, et ça c'est une richesse parce que cette jeunesse a vraiment envie d'apprendre, de réussir et de s'émerveiller dans le français. La France est pour l'Arménie un pays grandiose où la réussite plaît, où les lumières sont présentes. Donc des actions humanitaires et à la quête des futurs Manouchians. C'est ça, à la quête de futurs Manouchians, je l'espère en tout cas pour l'Arménie, qu'on puisse l'aider et qu'elle se sente soutenue par toutes les associations franco-arméniennes pour développer son économie, mais aussi pouvoir échanger avec nous et être soutenu, se sentir soutenu. Ça, je pense que c'est l'axe principal de mes actions. J'en aurai d'autres qui vont suivre début 2025. Donc je garde encore le secret puisque tout n'est pas encore finalisé, mais voilà, il y a cette action de début 2025 qui arrive, et puis j'espère d'autres actions d'ici le printemps pour toujours aider les Arméniens, et les Français qui vivent aussi en France, dans la ville de Vaux-en-Velin, et qui me font confiance et qui m'ont apporté une aide financière qui a permis de réaliser ces beaux projets. Voilà. Ben, c'est formidable. Merci Adrien Sage d'être venu à Fréquence Populaire. Je remercie aussi République Souveraine, qui un jeune parti politique dont je suis membre et que je soutiens. Moi aussi, je crois. Et que tu es membre aussi, que tu es président surtout, et qu'on soutient tous parce que c'est la souveraineté qui est en jeu, la souveraineté de la France qui est en jeu, et pour avoir notre mot à dire, pour pouvoir avancer dans ce monde, il faut avoir envie de porter le nom de la France dans le monde entier. Et c'est par notre autonomie, par notre indépendance, par notre force que nous y arriverons. Que dire de plus? Merci beaucoup. Merci Georges. À la prochaine pour suivre ce qui se passe en Arménie. Merci, je t'invite en Arménie en 2025 si tu as quelques disponibilités. Alors là, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Peut-être que Fréquence Populaire ira faire un long reportage là-bas. Pourquoi pas? Allez. Vendre.